Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct et en cette semaine spéciale Union africaine. Notre dossier du jour sera consacré à son financement. La taxe sur les importations est-elle pertinente? Eh bien, nous en parlerons. Au sommaire également, la Cour pénale internationale a estimé ce jeudi 6 juillet 2017 que l'Afrique du Sud a manqué à son devoir en refusant d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir en 2015. Et puis le divorce est officiellement consommé au sein de la commission électorale guinéenne. 18 commissaires sur 19 ont décidé de retirer leur confiance au président de l'institution, Bakary Fofana. Avec nous sur ce plateau pour en parler, un invité, M. Charles Vabé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de Presse, le fondateur de Presse Opinion, pardon, en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également notre éditorialiste Alfred Chongo. Bonsoir Alfred. Bonsoir Graziella, c'est un ravissement de vous retrouver autour de ce plateau. Tout de suite, c'est l'info du jour. Je vous le disais en introduction, la Cour pénale internationale a estimé ce jeudi 6 juillet 2017 que l'Afrique du Sud avait manqué à ses obligations. N'arrêtons pas sur son sol. En juin 2015, le président soudanais Omar el-Béchir poursuivi pour génocide au Darfour, un signal aux pays membres pour leur rappeler que leur coopération n'est pas optionnelle. On écoute ensemble le verdict prononcé par Kounou Tafouzer, juge président de la Cour pénale internationale, et on en parle juste après. La Chambre conclut qu'en n'arrêtant pas Omar al-Béchir alors que celui-ci se trouvait sur son territoire entre les 13 et 15 juin 2015, l'Afrique du Sud a manqué à son obligation vis-à-vis de la Cour en n'honorant pas la demande d'arrestation et de remise d'Omar al-Béchir et en contredisant les dispositions du statut, empêchant de la sorte la Cour d'exercer ses fonctions et ses pouvoirs, fonctions et pouvoirs qui lui auraient été conférés par le statut en rapport avec des procédures pénales instituées contre Omar al-Béchir. Monsieur Vabé, comment accueillez-vous ce verdict? Est-ce une surprise? Je dirais quand même que ce n'est pas réellement une surprise parce que de toute façon, on s'entendait à un verdict de la Cour pénale internationale. Parce qu'il faut rappeler quand même que depuis son arrivée, depuis son entrée il y a 12 ans de cela, la Cour pénale internationale s'est mise à poursuivre ne serait-ce que les Africains. On se pose la question, pourquoi forcément les Africains? Qu'est-ce qu'il a dû faire en fin de compte pour avoir, depuis 2003 et jusqu'à maintenant, ces gens de poursuite? Bon, on se pose réellement certaines questions. On se dit, bon, est-ce que c'est vraiment une Cour pénale internationale que pour les Africains, qui n'ont parfois absolument rien à voir avec certains actes, ou bien c'est quand même une machine qu'on met en place franchement pour dissuader la plupart des leaders africains qui sont panafricanistes ou bien nationalistes pour les diluer un tout petit peu, si je peux me permettre de le dire. Alors Alfred, pour entrer dans le vif du sujet, les autorités sud-africaines s'étaient dit partager entre le respect des règles de la CPI et leur propre législation qui garantit une immunité présidentielle. Est-ce que c'est un argument recevable? L'argument est tellement non recevable que la Cour suprême d'Afrique du Sud a condamné justement Jacob Zuma, justement, et en même temps dans le fait de n'avoir pas arrêté Omar al-Béchir et dans le fait d'avoir voulu retirer l'Afrique du Sud, justement, de la CPI. Ça voudrait dire effectivement que les juges tiennent à l'application de la loi pour éviter justement cette espèce d'impunité dont un certain nombre de chefs d'État africains ont le secret. Ils briment leur population, ils tuent impunément leur population et ensuite, lorsqu'ils doivent faire face à leurs responsabilités judiciaires, ils se défilent. Et je crois effectivement que là, Jacob Zuma, mais qui traîne tout un tas de casseroles en interne, ne pouvait pas honnêtement justement remettre Omar al-Béchir aux mains de la CPI, non pas par panafricanisme, non pas par, mais simplement par cette idée saugrenue que la Cour pénale internationale ne poursuit que les dirigeants africains. Si les dirigeants africains ne veulent pas être poursuivis par la CPI,
ils respectent leur constitution, ils respectent leur peuple. Alors, selon certains observateurs, cette condamnation, c'est une façon pour la CPI de dire aux États membres qu'on ne négocie pas finalement sur les engagements, mais si aucune sanction n'est prise, parce que finalement c'est une décision symbolique, est-ce qu'elle est de nature finalement à dissuader les uns et les autres, M. Wabé? Moi, je reviens, je ne suis pas légèrement d'accord avec ce qui vient de dire, parce qu'il faut rappeler quand même que ça a commencé depuis 2003. Il y a eu quand même la guerre civile qui s'est passée au Soudan. Il y a eu quand même 300 000 personnes qui ont été, bon, disons, massacrées par les deux camps. Là, en l'occurrence, ça concerne l'Afrique du Sud qui a refusé d'extrader. On parle par exemple de Bachar, on parle par exemple du président qu'on doit arrêter. Maintenant, le problème de l'Afrique du Sud, c'est vrai. Pourquoi il faut arrêter par exemple ce président soudanais? Je me pose réellement des questions. Pourquoi on doit l'arrêter? Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud, en fait, pourquoi est-ce que la Cour pénale internationale ne se lève pas elle-même, franchement, pour mener, par exemple, les enquêtes et pour pouvoir mieux l'arrêter? Parce que ce qu'on a l'impression, c'est que... Non, mais là, la Cour pénale n'a pas d'armée ni de police. Elle se fie justement au fait de l'acceptation des États, de la signature des États, justement, et de la ratification du traité de Rome, créant justement cette Cour pénale internationale. Ça, c'est écrit dans les tests, mais dans l'application, ce qu'on a tendance à voir, c'est que cette Cour pénale internationale, bien sûr, avec les ONG, eux-mêmes qui vont sur le terrain, comment une justice aujourd'hui peut sous-traiter, bien sûr, avec les ONG, franchement, par rapport, bien sûr, à... Mais Charles, ce n'est pas tant cela qui est en question ici. Ce n'est pas tant cela qui est en question ici. On sait que Omar al-Bashir, avec les Janjaouides, a tué beaucoup de Noirs. Mais là n'est pas le sujet du jour, messieurs, s'il vous plaît. Non, parce que... Non, moi je revenais par rapport... Oui. La question, en fait, c'est de savoir, on est là, la Cour pénale internationale vient de rendre une décision symbolique, mais espère un message fort qui est de faire comprendre aux États africains qu'on ne négocie pas sur les engagements. Mais si finalement il n'y a pas de véritable sanction, est-ce que le message risque d'avoir l'effet escompté, Alfred? Alors, c'est là où on voit effectivement les limites de la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, les juges de la Cour pénale internationale ne se sont pas trompés, disant effectivement que ça ne sert à rien de porter cette question au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité, puisque on aboutirait au même résultat. Mais c'est en même temps une manière d'interpeller les chefs d'État africains, de les rappeler à leur responsabilité politique, c'est-à-dire, si vous ne voulez pas vous retrouver à la CPI, respectez vos constitutions, respectez vos peuples, respectez vos engagements vis-à-vis de vos pays. Est-ce que justement le fait de ne pas référer l'Afrique du Sud au Conseil de sécurité ne se traduit pas par le fait que la Cour pénale internationale n'a pas envie d'engager un bras de fer avec les autres États dans un contexte où ils sont nombreux à manifester leur volonté de se retirer de cette institution? Pas nécessairement. Ça n'est vraiment pas le calcul de la Cour pénale internationale. On sait que les États membres, signataires en tout cas, des statuts de Rome créant la CPI, sont libres de s'en désengager. Simplement, la procédure, entre le moment où on prend cette décision et son effectivité, nécessite au moins 2 années, le temps d'étudier, etc. Donc, la CPI n'est pas là. C'est simplement rappeler les États à leurs obligations vis-à-vis de leur peuple, tout simplement, de leurs États, de leur pays et de leur constitution. Comme on peut rappeler, par exemple, les États, bien sûr, les obligations, ça sent très bien que la Cour pénale internationale, aujourd'hui, perd sa crédibilité. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, on a vu qu'il y avait quand même une guerre qui s'est passée. On a pris, par exemple, le chef d'État, on l'a expédié. Et jusqu'à preuve du contraire, ce qu'on assiste, c'est vraiment incroyable. On se pose la question, mais pourquoi acharner, par exemple, sur les présidents africains? Et il n'y a aucun acharnement, Charles. Il n'y a aucun acharnement. Si un chef d'État respecte la... Pourquoi est-ce que le président du Sénégal ne se retrouve pas à la CPI? Pourquoi est-ce que le feu président du Botswana ne se retrouve pas à la CPI? Alors, messieurs, merci. Malheureusement, ce n'est pas l'objet du débat du jour. Autre actualité politique, rien ne va plus au sein de la Commission électorale nationale indépendante guinéenne. Bakary Fofana, président de l'institution, est décrié depuis plusieurs mois par ses collègues pour une présumée gestion opaque des finances. Ces derniers ont donc décidé de lui retirer leur confiance. On fait le point avec Emmanuel Mimono, notre correspondant en Guinée.
La crise est désormais réelle. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée pourrait connaître un bicéphalisme à sa tête dans les prochains jours. Le président de l'institution, Bakary Fofana, a été destitué ce mardi 4 juillet 2017 par des commissaires qui l'accusent de gestion opaque. Je crois que rien ne nous l'interdit. Nous sommes en train de dire que nous souhaitons que dorénavant, que la façon dont les ressources qui nous sont allouées soient gérées sous le regard de tout le monde, parce que c'est nous tous qui répondons. Cette crise pourrait affecter la tenue prochaine des élections dans le pays. Si la loi autorise la destitution du président, le principal concerné conteste cependant la procédure. Et sur ce plan, il n'est pas seul. Le vice-président du bureau de l'institution électorale dénonce des vices de forme dans la procédure. Ils ont déposé le courrier le 3 juillet, et ça c'était le lundi. Et alors que le 3 juillet, à 17h, les commissaires de la CENI n'étaient pas à la CENI. On était tous préoccupés aux obsèques du défunt regretté commissaire Alpha Hiro Condé. Donc le courrier, nous n'avons pu le recevoir qu'à le mardi à 10h. Et le bureau n'a même pas eu le temps de l'examiner. Et là, les gens étaient tout droit vers les réunions demandant la destitution du président de l'institution. Depuis ce mardi 4 juillet 2017, le débat est intense dans le pays. La société civile, elle, réclame la dissolution pure et simple de la CENI. Selon des spécialistes, la faute réside dans la faiblesse de la loi qui autorise le renouvellement partiel ou total de l'institution. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les 2/3 des membres peuvent renouveler partiellement ou totalement le bureau. Donc ils profitent vraiment de la faiblesse de cette disposition en convoquant une réunion pour démettre le président de ses fonctions. Aucune enquête indépendante à ce jour n'a établi les faits de mauvaise gestion des ressources financières reprochées au président de la CENI. Bakary Fofana n'entend pas se laisser faire. Ce mercredi 5 juillet 2017, lendemain de sa destitution, il était dans son bureau à 7h50. À ce stade, c'est toute l'institution qui risque la dissolution. Alors, tout d'abord, Alfred, que prévoient les textes statutaires de la CENI en ce qui concerne les destitutions et quelles sont les conditions dans lesquelles elle peut s'appliquer? Alors, il y a toujours, dans ce cas-là, un délai juridique qui permet justement, entre le moment où les membres de cette CENI marquent leur défiance vis-à-vis de l'un des leurs, en l'occurrence ici le président, et le dépôt pour examen de cette lettre ou de cette demande de destitution. C'est un délai logiquement qui doit courir pour une semaine pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir discuter. Simplement, dans ce cas-ci, ça montre la confusion qui règne au sein de cette CENI de la Guinée-Conakry. Et ça devient confus totalement, où les uns et les autres se démettent et contestent cette décision-là. Je crois que les élections qui se profilent à l'horizon ne doivent pas être obérées par cette querelle interne et intestine qui risque justement de faire passer l'essentiel à côté pour des questions simplement des égos des uns et des autres. Et puis, comme l'a rappelé le juriste, il y a un vide juridique en termes de renouvellement des membres de cette commission électorale nationale indépendante. Alors justement, Monsieur Wabé, le président de cette institution est accusé de gestion opaque des finances, mais est-ce que les faits sont avérés? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, dans un premier temps, saisir la justice afin que les faits soient établis? Écoutez, ceux qui l'accusent, en fin de compte, ont quand même des preuves. On ne peut pas accuser quelqu'un sans des preuves. Je pense que ce sont les membres de son cabinet qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes pour lui dire, bon, écoutez, on voit franchement ce que vous faites. C'est vrai que la gestion, en fin de compte, n'est pas limpide. Il est quand même très important de prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, prendre leurs responsabilités, on a tendance à comprendre, on passe par un système juridique. Non, je pense que Bakary doit comprendre parfaitement le système et il doit remettre sa démission. Parce que, bon, on a vu ce qui s'est passé en Guinée, on a vu qu'il y a eu des élections purement présidentielles. Ce dernier, en fin de compte, a pris parti. Il y a eu quand même des personnes qui ont été tuées. Et puis, bon, ce n'est pas arrivé quelque part. Donc, aujourd'hui, on est dans un système où maintenant, des gens qui prennent, par exemple, la responsabilité doivent être purement indépendants.
Et pour moi, je considère... Alors, on a vu dans le reportage, justement, Alfred, que ce dernier rejette cette décision. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Quels sont les scénarios envisageables? Que tout le monde se mette autour de la table pour clarifier déjà cette situation-là. Laissons les instances de recours examiner attentivement les prétendues preuves apportées. D'ailleurs, il n'y en a pas. C'est simplement une lettre 18 membres de cette commission qui se réunissent pour destituer leur président. Ça ressemble plus à un putsch qu'à quelque chose d'autre. Et donc, pour permettre justement aux uns et aux autres de se retrouver autour de la table et d'examiner sur le fond qu'est-ce qu'on reproche au président de la Commission électorale nationale indépendante. Lorsqu'il parle des 18 membres, c'est quand même beaucoup. C'est pas 6 personnes, c'est pas 3 personnes, c'est 18 personnes qui se sont réunies. Et ces 18 personnes font partie, je crois bien, du cabinet. Mais ce n'est pas pour autant que les faits sont avérés. Je pense qu'ils ont apporté quand même les faits, parce qu'on ne peut pas destituer quelqu'un comme ça. Et puis encore, il faut rappeler... Quand on veut faire un putsch, on trouve toujours des raisons. Maintenant, c'est vrai que le chef de l'État, c'est lui qui a le dernier mot. Nous sommes en Afrique et il y a quand même une réalité qui est là-bas. Et c'est vrai que, vu son intérêt d'abord personnel et vu aussi l'intérêt qu'il a pour le pays, il prendra aussi les mesures adéquates pour pouvoir stabiliser, parce qu'il faut dire que la CENI est quand même quelque chose d'important pour les élections purement présidentielles. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.